Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous travaillons toujours sur les solutions machine learning sous Julia et nous mettons en avant particulièrement le package MLJ. Le site web est là, le site web est là. Si j'enlève ça un peu là, tac, hop, là, ça c'est le site de référence. Et moi là, je me suis mis vers les tutoriels. Alors, parmi les tutoriels qui moi m'intéressent, justement, on va parler de classification. Alors, en anglais, classification. En français, c'est classification supervisée. Oui, d'accord. Très bien. Alors, si je reviens ici, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? On va voir comment on construit une courbe ROC. Voilà. En apprentissage supervisé, en machine learning, c'est une tâche qui est relativement standard, hein. Sauf que, bien sûr, on va essayer de voir différents aspects, hein, en réalité. Alors déjà, je vais m'intéresser au paramétrage des algorithmes proposés par MLJ, parce que en réalité, tous les algorithmes de machine learning ont des hyperparamètres, hein. La documentation des MLJ, je pas très, j'ai dû chercher un peu quand même. Donc on va voir ça ensemble, comment on fait, par exemple, si on veut paramétrer la régression logistique pour obtenir soit un reach, soit un lachose, soit un elastic net. Voilà. Ça, c'est un premier point important. Le deuxième point important qu'on verra également, c'est qu'on construit la courbe ROC, et on va calculer l'AUC, hein, l'air sur la courbe, voilà, qui permet d'évaluer dans quelle mesure votre classifieur enfin, donc attribue un score plus élevé à la classe cible par rapport à l'autre classe. Voilà. Sachant que, en réalité, l'AUC, l'air sous la courbe, elle est soumise aux fluctuations d'échantillonnage. On change d'échantillon de données, hein, voilà, et la valeur sera un peu différente. Donc, calculer l'AUC, c'est très facile, hein, les librairies le font, mais il faut l'associer à un intervalle de confiance. Donc, ça également, on le verra. Et enfin, le dernier point qu'on verra ensemble, c'est la notion de pipeline. Voilà, on va avoir des enchaînements de traitements. Est-ce que on peut les mettre, voilà, les combiner dans une structure pipeline, hein. Ça vient de scikit-learn, hein. Dans scikit-learn, on connaît l'idée de pipeline, hein. C'est extrêmement connu. Moi, je l'utilise énormément avec mes étudiants. Voilà. Et l'idée, c'est de voir est-ce que c'est possible de le faire avec MLJ. C'est ça l'idée globale ici. La réponse, ce sera oui, hein. Voilà. Mais bon, on avancera doucement. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, mais le plus important, c'est la trame globale. La trame globale, c'est je suis dans un cadre d'apprentissage supervisé, je vais évaluer les performances de mon modèle et je vais utiliser la courbe ROC. Voilà. Alors, j'ai fait plein de tutos là-dessus, hein. Là, par exemple, c'est courbe ROC sous R. J'ai fait forcément, en cherchant sur le site, courbe ROC sous Python, courbe ROC avec tel outil, même sous Excel, à mon avis, je l'ai fait, hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous allez voir ici, tout simplement, hein, faites des recherches ici, courbe ROC, vous trouverez. Vous remarquerez également que je suis à fond dans Julien en ce moment, hein. Voilà. Et là, je suis toujours dans la phase, ce que je fais facilement par ailleurs, est-ce que je peux le faire facilement sous Julien? Bah, pour l'instant, la réponse est oui, hein, sur des tâches très standards, hein, du machine learning. Alors, le jeu de données que je vais utiliser, voilà, donc ça c'est la doc qu'on va voir tout à l'heure, hein, sur l'intervalle de confiance de l'air sur la courbe. Le jeu de données qu'on va utiliser, c'est le jeu de données SPAM. Voilà, extrêmement connu, vous le trouverez sur Kaggle très facilement, hein. L'idée, c'est qu'on essaye hop là, voilà, on essaie de prédire la nature d'un message. Yes, c'est la classe cible, celle qu'on essaie d'identifier. On essaie d'identifier la nature des messages. Est-ce que c'est un spam ou pas un spam? Voilà, en se basant sur les caractéristiques des messages, hein. Donc la fréquence relative de certains termes, voilà, ou de certains caractères, et également d'autres informations également sur la typographie, hein. Donc là, par exemple, c'est si vous avez un email, vous recevez un email et tout est écrit en majuscule, généralement on se méfie. Voilà. Bien. Alors, dans la base ici, il y a 4601 observations. Je vais en prendre 601 pour l'apprentissage et 4000 pour le test. Alors, ça paraît, on n'est pas dans les 70-30, hein, ou de tiers un tiers qui fait office de religion pour certains de mes étudiants, mais en réalité, là, je suis dans une phase où d'essayer de voir la tenue des algorithmes tout simplement. Voilà, dans une phase purement expérimentale. Donc, mon idée est de pénaliser l'apprentissage en mettant très peu, hein, que 600, hein. Et pour avoir une évaluation relativement solide des performances, j'utilise beaucoup d'observations. Voilà. Donc c'est sciemment que je le fais ici, parce que je suis dans un cadre expérimental où je monte les fonctionnalités d'un outil. C'est ça qu'il faut voir, hein. Voilà. Parce que bon, je, je sais déjà, mais pourquoi vous avez fait, voilà, ça, ok. Allons-y alors. Comme d'habitude, j'écris un environnement, hein.
Voilà. Dans l'environnement, j'ai mis les différents packages. Ça, vous connaissez ce principe maintenant, hein. Voilà, les différents packages que j'ai installés et que je vais utiliser. Voilà. Donc, très bien. Et bien sûr, le fichier environnement, là, le .ml, je le mettrai en ligne avec le manifeste. Allons-y du coup, très bien. Première chose, voilà, mon moteur c'est bien Julia 1.2.6, hein, 1.12.6, voilà. Ensuite, j'active l'environnement et je liste les packages. Ils y sont, hein, ceux qu'on a vus tout à l'heure, hein. C'est le premier réflexe à avoir, hein. Donc le moteur, le kernel, c'est bien Julia. Ensuite, j'active l'environnement où j'ai installé les packages qui m'intéressent moi dans mon étude. Et ensuite, aux fins de vérification, j'affiche les packages qui sont installés. Sachant qu'il s'est occupé des dépendances lui-même. Donc il met pas les dépendances ici. Il met que ceux que j'ai explicitement installés. Mais bien sûr, ça induit une série de dépendances. Alors, bien sûr, j'apporte les données, je fais describe. Voilà, c'est l'équivalent du info de Panda, hein. On est d'accord là-dessus, donc il n'y a pas trop de suspense là. Donc il fait la description. On voit bien les différents types de variables qui sont là, min, max, très bien. OK. Et on voit que certains, il les prend comme des entiers, hein, parce qu'il n'y a pas de virgule tout simplement. Et en fait, MLJ va les prendre comme des variables de comptage, hein, et ça va lui poser problème. Donc ça également, il y a des transformations à mettre en place. Ça, c'est vraiment très important, hein. C'est un peu la différence avec Panda scikit-learn, où scikit-learn est extrêmement tolérant. Là, pour le coup, MLJ, et c'est à nous de préparer les éléments comme il faut. On verra également que le codage de la variable cible, pour l'instant, qui est de type string ici, hein, bah, il faudra le coder de la bonne manière pour qu'il sache que c'est une variable catégorielle d'une part, et d'autre part, la modalité cible, c'est yes. Il faut qu'on le code convenablement. OK. Alors, j'affiche les dimensions, voilà, et justement, j'affiche les types euh, que MLJ perçoit. Donc, je mets ici, hein, MLJ schéma, là, j'importe MLJ, MLJ schéma, donc voilà. Bien ici, bon, l'affichage n'est pas terrible, hein. Les noms des variables, les types scientifiques qu'il a identifiés, les types standards, hein. Donc, les types standards qui ont été perçus par le package DataFrames, là, int, lui, MLJ, il les interprète comme une variable de type comptage. Comptage. Et c'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça. Donc, il faudra le transformer. L'autre point important également, c'est que spam, pour l'instant, c'est une variable textuelle pour lui. Là également, c'est pas bon. Donc nous également, il faudra lui dire que c'est une variable, en fait, de type genre factor de R, hein, une variable catégorielle. OK, c'est ce que je fais ici. Donc je prépare les structures, je mets le Y d'un côté, la variable cible spam, et je mets de l'autre côté, dans X cette fois-ci, les descripteurs. Donc on a bien ces dimensions-là. Et ensuite, j'ajuste le type des variables. Alors, pour les X, tout simplement, ce qu'il a vu comme count, là, je veux qu'il les mette comme continuous. Sachant que tous les autres, de toute manière, il les a identifiés comme continuous. Hein, donc ça, c'est bon. Voilà. Je raffiche le schéma, hein, toujours avec les différents types standards et types scientifiques. Et on voit que les dernières variables qui étaient count tout à l'heure, maintenant, il les identifie bien comme continuous. Et c'est important parce que les algos qui sont programmés dans les librairies de MLJ, par exemple la régression logistique, il a besoin que les descripteurs soient des continuous. OK. Là, j'ai mis un peu de temps à trouver, mais maintenant j'ai compris exactement. C'est ça, hein. Euh, Qu'est-ce qui se passe? On a besoin de lui dire que la variable Y est une variable catégorielle. Très bien. Ça, c'est un premier point. Donc, il suffit, jusque-là, c'est très bien. Si je mets pas la partie que j'ai bleutée là, hein. Bien, si je m'arrête qu'à ça. Voilà. Jusque-là, c'est très bien. Sauf que si on fait ça, il sait que c'est une variable catégorielle, mais il connaît pas la modalité cible. Il ne sait pas que Y égale spam égale à yes est celle qu'on essaie de cibler. Donc, il y a un élément supplémentaire à mettre en place, c'est de dire que j'ai des modalités qui sont ordonnées, et voilà les niveaux. Et celle qui prendra comme modalité cible, c'est la seconde. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ah, j'ai regardé la doc, hein. Ya! Mais maintenant que j'ai lu la doc, je comprends exactement l'idée, hein. Les modalités sont ordonnées et dans la modalité cible, c'est la deuxième. Très bien. OK. Donc ça y est maintenant, il sait que c'est celle-ci, la modalité cible. OK. Alors, je calcule les fréquences des classes, hein.
Voilà, en utilisant group by et combine de data frame. Et le nombre d'effectifs no, c'est 2788. Et le nombre d'observations de la classe yes, c'est 1813. Très bien, tout va bien. Alors, une fois que les données sont préparées, donc tout ça, il faudra le faire, ça, hein. Je vois déjà en TD, là, on lance sans tout regarder, puis ça marche pas, et ouh, ça marche pas, bah oui. Parce qu'en réalité, Julia MLJ a besoin qu'on lui prépare les données d'une certaine manière. Et c'est à nous de nous conformer. Une fois que c'est fait ça, voilà, je repère les effectifs, il y a 4601 observations, hein, on le savait, et je vais utiliser sample pour mettre de côté les identifiants de ceux qui appartiennent à l'échantillon d'apprentissage et de l'autre les identifiants de ceux qui appartiennent à l'échantillon test. Donc, j'ai instancié un outil de génération de nombres aléatoires, voilà, pour pouvoir avoir une sorte de random stat, si vous voulez. Voilà. Et ensuite, avec sample, donc avec ce générateur-là, j'échantillonne entre 1 et n 601 observations, 601 valeurs, voilà, avec un tirage sans remise. Donc le Mersenne Twister là, c'est le générateur de nombres aléatoires par défaut, hein, de Julia, tout simplement. Voilà. Du coup, il y en a 601 pour le train, on avait vu, hein, et pour le test, c'est tous ceux qui sont pendant le train. Tout simplement, j'utilise un set difficile. Tout ça, hein, j'en ai parlé en détail dans cette vidéo aussi, hein. Voilà. J'en ai parlé ici, j'en ai parlé ici. Voilà, donc, ok. Alors, une fois que c'est bon, maintenant, je peux créer les structures pour le train et le test, pour les Y, la variable cible, et pour le X, la matrice descripteur. Ah, très bien. Comme je vais lancer une régression logistique et que mes variables ne sont pas dans les mêmes unités. Certaines sont des fréquences, hein, vous avez vu, hein, qu'on prenne 0 et 1, et d'autres, c'est des comptages, hein, donc supérieurs à 1, entier. Voilà. Il faut que je ramène tous sur le même référentiel. Donc, il faut que je fasse un standard scalaire. Ceux qui utilisent Python, scikit-learn connaissent très bien ça. Alors, l'équivalent de standard scalaire, il faut que je charge d'abord l'outil dans des packages. Donc, j'utilise, en fait, ici, MLJ, c'est une sorte de wrapper, c'est une sorte de méta-package qui permet de gérer les différents éléments dans les sous-packages. C'est comme ça qu'on peut le prendre, hein. Voilà. Donc, j'utilise MLJ pour charger l'objet standard scalaire, la classe standard scalaire, qui est dans le sous-package, donc MLJ transform. Voilà. OK. Très bien. Ensuite, une fois que le standardiseur est chargé, la classe, voilà, je l'instancie, voilà, et je le lance, voilà, je le prépare, hein, pour les données d'apprentissage. Donc là, ça, c'est l'objet de calcul de centrage réduction, ici, qui va et travailler avec ces données-là. Qu'est-ce qui reste à faire? Il suffit de lancer maintenant l'entraînement, hein, le calcul, en réalité. Alors, ce qui est important, c'est que je mets le point d'exclamation pour dire que c'est l'objet-là, hein, qui est passé en référence, qui sera modifié, si vous voulez. C'est ce que je fais ici. Très bien. Ok, donc ça marche. Alors, déjà, ben, j'ai envie de savoir quels sont les moyens utilisés par variable, quels sont les écarts types utilisés, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Je fais fitted params de MLJ toujours, hein, qui est une sorte de wrapper, hein, qui permet d'accéder, hein, aux différents éléments qui sont dans les sous-packages. Voilà. Donc, avec fitted params, je récupère les paramètres de calcul de STD, qui était l'objet de calcul de centrage réduction, et je récupère les moyennes. Vous avez vu, hein? Donc, je récupère les paramètres calculés, voilà, et j'affiche les noms des variables et les moyennes correspondantes. Donc, c'est ces moyennes-là qu'il va utiliser pour le centrage réduction. Alors là, on les voit bien, hein, et on voit très bien que pour celles qui étaient des variables de comptage, en réalité, entières, ben, les moyennes sont supérieures à 1. On est d'accord là-dessus. De la même manière, je récupère les écarts types. Très bien. Alors, une fois que j'ai ça, alors qu'est-ce qui se passe? J'applique la transformation sur l'échantillon d'apprentissage pour pouvoir lancer la régression logistique. Et en l'appliquant sur l'échantillon qui a servi à calculer les paramètres, normalement, les moyennes des variables transformées doivent être nulles et les écarts types doivent être unitaires. Vérifions ça. Donc, j'applique ici la transformation avec transform, hein, sur l'échantillon d'apprentissage. J'ai un nouveau data frame là. C'est ce qu'il me dit.
Et donc, je calcule les moyennes par colonne sur les données transformées. Et bien sûr, elles sont nulles. Hein. Forcément, elles sont nulles. Si elles sont pas nulles, c'est qu'il y a un problème. Alors là, c'est nul, c'est la précision de calcul près. Hein. C'est 0,000 jusqu'à la 17e décimale. D'accord. De la même manière, si je prends l'écart type, je dois avoir la valeur 1 sur l'ensemble des variables. Je regarde et c'est exactement ce qui se passe. Encore une fois, aux précisions de calcul près. Hein. Donc on a presque 1. On est d'accord là-dessus. Si on fait un arrondi à la 4e décimale, on a un partout. Je fais la même transformation sur l'échantillon test. Mais comme les paramètres moyenne et écart type ont été calculés sur l'échantillon d'apprentissage, donc la moyenne sur l'échantillon test, elle n'est pas forcément nulle. Ce serait un énorme hasard qu'elle soit nulle. Hein. Vérifions ça. J'applique la transformation sur l'échantillon test. Et effectivement, les moyennes ne sont pas nulles. Ben oui, parce qu'on a utilisé notre échantillon pour calculer les paramètres de calcul. Donc, quand j'applique la transformation sur l'échantillon test, ben, il faudrait vraiment une chance, il faudrait s'inquiéter en fait, pour que les moyennes soient nulles. Hein. Si vous avez une moyenne nulle tout le temps sur l'ensemble des variables, c'est qu'il y a une embrouille quelque part dans votre code. Et donc, revenez en amont. Ça, c'est vraiment des réflexes qu'il faut avoir. Hein. Mes étudiants, souvent, ils lancent les calculs, voilà, ils lancent, ils avancent et tout ça, ils vérifient jamais les résultats. Et non, non, à chaque calcul, on attend un certain type de résultat. Et donc, il nous appartient de le vérifier. Et ensuite, si la vérification est bonne, on peut avancer. Si ça va pas, on arrête tout de suite. Ça sert à rien de continuer si on se rend compte qu'il y a des résultats qui sont pas bons intermédiaires. On est d'accord là-dessus. Ok. Alors, je vais lancer la régression logistique avec MLJ. Très bien. J'ai regardé la doc, mais putain, les gars, c'est pas bon, hein. Donc j'avais trouvé ici donc sur MLJ là, donc j'ai lu les tutoriels, hein, je passe mon temps à les lire là en ce moment. Ok. Et donc j'ai lu celui-là qui parle de régression logistique et qui parle de Kubernetes. Hein. C'est ce qui m'a inspiré cette vidéo aussi. Voilà. Alors je vois les éléments, je vois, mais waouh, les paramètres des algos, c'est pas explicite, on sait pas. Donc du coup je me suis dit bon, je vais chercher moi-même, voilà, et je vais le faire de manière un peu plus claire, j'espère. Donc toujours avec l'outil MLJ, qui permet de manipuler les différents algos, je vais récupérer la classe de calcul logistique classifieur dans le sous-package, donc MLJ Linear Models, que j'ai installé. Il était installé là, vous avez vu, quand on a listé les packages. Il en fait partie, là. MLJ Linear Models, il est là. Oui, d'accord. Très bien. Très bien. Oui, c'est là que je me suis perdu. Hop, hop, hop. Je le charge. Ensuite, il faut qu'il charge. Voilà. Je vais faire une régression logistique standard, sans pénalisation. Donc là, j'ai regardé tout simplement sur Internet, j'ai fait des recherches et tout ça, et je me suis rendu compte que le paramètre de pénalisation, c'est lambda. Donc si on met lambda égale à 0, on a une régression logistique standard, sans pénalisation. Hein. Voilà. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, j'instancie l'objet, je mets lambda égale à 0, et donc j'ai une régression sans pénalisation. Voilà. Alors, pour avoir une idée des paramètres disponibles, voilà, j'ai fait une boucle où j'itère sur l'ensemble des paramètres proposés par l'objet logistique classifieur. C'est ce que je fais ici. Il y a le lambda qui est égal à 0, il y a le gamma, en fait, c'est un paramètre qui permet de faire l'arbitrage entre lasso et ridge. Donc, c'est le paramètre d'ElasticNet, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Ensuite, ici, penalty, par défaut, c'est L2, donc c'est rich, voilà. Et ensuite, il y a d'autres paramètres. Voilà. OK. Donc, je suis prêt maintenant pour lancer l'entraînement du modèle. Alors, pour lancer l'entraînement, donc tout ça, j'ai détaillé ici, hein. Tout ça, j'ai détaillé dans ces vidéos, hein. On est d'accord, hein, dans celui-là, puis dans celui-là. Donc, OK, hein, on est d'accord là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bah, boum, sur Z traîne, et Y traîne, je lance l'entraînement. OK, très bien. Une fois que c'est très bien, ça, j'affiche les paramètres estimés. Donc, je le fit params de l'objet de la machine qui a été entraînée et j'affiche les coefficients. Et on a bien les coefficients. En fait, on a une paire de vecteurs avec d'une part les noms des variables et d'autre part les coefficients estimés. OK, très bien. Alors, je me suis dit, mais si je veux que les coefficients, comment je fais? Donc,
j'ai regardé le type, c'est une paire de vecteurs, et du coup, pour obtenir que la partie flottante, là, il faut faire last point. Hein, très bien. Il y a first et last, voilà, donc last point, les coefficients, et on va obtenir que la deuxième colonne, et j'affiche les 10 premières. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais calculer la somme des carrés des coefficients, et quand je vais faire la régression Rich tout à l'heure, en mettant une pénalité du coup hein, sur les coefficients, on va voir si la somme des carrés a diminué ou pas. Hein. Donc ça, c'est un exercice que je fais avec mes étudiants parce que je leur dis, mais on fait une régression pénalisée. Donc on fait une pression hein, sur les coefficients. Est-ce que vraiment enfin, la pression a été le string catch, si vous voulez, a été vraiment effectif? Hein, voilà. Donc il n'y a pas que le accuracy ou la UC hein, dans l'histoire. Il faut aussi voir si vraiment ça a marché. Donc, pour voir ça, on fait tout simplement, comme on est sur un reach, là, il faut faire tout simplement la somme des carrés des coefficients. Ensuite, on va introduire la régression pénalisée et on verra si ça pèse vraiment hein, sur la somme des carrés des coefficients. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, je fais la somme des carrés des coefficients. Voilà. Et la valeur, c'est 363. Hein. Donc, là, j'ai pris les coefficients, je prends la dernière colonne. Voilà. Ces dernières colonnes-là, je monte tout au carré. Et ensuite, je fais la somme. Hein. Donc là, c'est vectorisé, là, on est d'accord. Hein. C'est pour ça qu'il y a un point là. Hein. Le point là, c'est qu'on a une opération vectorisée. Et ensuite, je fais la somme. Et voilà. 363. Donc la somme des coefficients au carré pour la première régression sans pénalisation est de 363. Très bien. On gardera ça quelque part dans notre tête. Ensuite, j'ai l'intercept ici, hein, parce que j'avais demandé l'intercept. Vous avez vu dans les paramétrages, là, hein, il y avait le intercept égal à yes. Et le trou. Oui, d'accord, donc c'est normal qu'on ait l'intercept. Bon, les cas où on n'a pas besoin d'intercept, peut-être qu'il y en a un, mais bon. Hmm, pardon. J'avance. Alors, ce qui reste à faire maintenant, c'est faire la prédiction sur l'échantillon test. Hein. Et en fait, Predict, il y a deux outils. Il y a Predict et Predict Mode. Predict, c'est le proba d'appartenance. Predict Mode, c'est la classe, celle qui maximise la proba d'appartenance. Voilà. On peut faire aussi mode directement sur des probas. On aurait les mêmes résultats. Donc, voici ici les probas d'appartenance. Et comme j'ai codé le Y en disant c'est des valeurs catégorielles ordonnées et que c'est la deuxième, la modalité positive, voilà, du coup, je peux calculer directement les éléments via la probabilité et le Y-test des éléments de la courbe ROC. Donc, on a le taux de faux positif et le taux de vrai positif qui vont nous servir. Hein. Il y a une troisième valeur là qui est les seuils, en fait, le threshold, hein, qu'il utilise pour construire les différentes matrices de confusion fictives, qui lui sert à calculer les différents éléments là. Voilà. Bon, j'en ai pas l'usage, donc c'est pour ça que je le mets pas. Bien. Donc, j'ai les éléments pour faire le graphique. Je fais le graphique tout simplement ici. Donc, je fais le dessin de la courbe et je vais rajouter, c'est pour ça qu'il y a un point d'exclamation, dans la même courbe, je vais rajouter la diagonale. Hein. Et là, j'utilise statsplots. J'aurais pu utiliser plots tout court aussi. Hein. Mais bon. OK, et voilà ma courbe. C'est très bien, très bien. Donc voilà, une estimation des performances de la régression non pénalisée. Bien sûr, je vais calculer l'AUC ici. Voilà. Mais l'AUC en lui-même, encore une fois, hein, elle est soumise aux fluctuations d'échantillonnage. Hein. Si je change d'échantillon test, j'aurai des résultats différents, un peu différents. Hein. Donc il faut absolument que je calcule l'intervalle de variation, la fourchette, si vous voulez. Donc c'est ce que je fais ici. Donc je comptabilise le nombre d'exemples positifs, négatifs, et la fonction pour calculer la fourchette, elle est là. Alors, elle est là, je mets ici pour qu'on la vienne bien entièrement. En fait, je l'ai récupérée en utilisant, en cherchant sur Internet. Voilà, j'ai vu l'article de référence et j'ai vu la documentation d'un logiciel NCSS qui cite l'article de référence, qui est là, hein. Voilà, et qui met les formules. Là. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? J'ai récupéré les formules et j'ai fait en Julia. En fait, j'ai demandé à ChatGPT de le faire et ensuite j'ai vérifié pas à pas. Hein, est-ce que ce qui est écrit là correspond à ce que me propose ChatGPT? Et c'était exactement le mot. Heureusement, hein, heureusement. Hein. Donc, OK, lancez ChatGPT pour formuler un résumé, pour produire une fonction, mais ensuite, comparez ce que vous dit ChatGPT et la bibliographie, la littérature. N'allez pas faire confiance aveuglement, on est d'accord là-dessus, hein. Voilà. Donc, moi, j'ai récupéré le code qui est là,
Voilà. Ensuite, j'ai confronté, voilà, j'ai deux écrans, hein. Donc j'ai mis sur un écran le code, j'ai mis sur un écran l'article de référence qui est là, voilà, et j'ai vérifié que l'implémentation est tout à fait fidèle. Et oui, l'implémentation est fidèle. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ici. Qu'est-ce qui me reste à faire du coup? C'est calculer la fourchette de l'AUC. Hmm. Donc, avec 90% de chance, hein, par défaut, ici, la valeur, c'est l'alpha, c'est 0,1. Donc, on est à 90%, on est à un niveau de confiance de 90%. Donc, il y a 90% de chances que cet intervalle-là contienne la vraie valeur de l'AUC. Pour la régression non pénalisée. OK. On va faire une autre méthode derrière et on verra si les fourchettes se chevauchent ou pas. Si les fourchettes ne se chevauchent pas, ça veut dire qu'il y a un gap significatif de performance. Si les fourchettes se chevauchent, ben on peut rien dire. On est d'accord. En tout cas, on peut pas conclure de manière péremptoire. Mm, mm. Alors, donc c'est là que j'ai dû chercher un peu. Donc j'ai regardé la documentation. J'ai vu qu'elle a par défaut, en réalité, dans la logistique régression de MLJ, voilà, c'est Ridge. Et que le lambda, il est en fait quasiment nul. Donc cette fois-ci, donc je change pas la pénalité, elle reste L2, et j'ai modifié le lambda. Hein. Donc j'ai mis plus la pression, je shrink plus les coefficients si vous voulez. Je mets plus de pression. Parce que peut-être il y a du surapprentissage. Donc, je vais essayer d'éviter ça. On est d'accord. Sachant que plus on augmente le lambda, si vous le mettez infini le lambda, tous les coefficients sont nuls, de toute manière. Hein. Donc, il n'y aura pas de surapprentissage, c'est sûr. Mais vous n'apprenez rien non plus. On est d'accord. Voilà. Parce que une question souvent que me posent les étudiants, mais quelles sont les bonnes valeurs de paramètres? Non, on ne la connaît jamais. On ne la connaît jamais sur un jeu de données. Ce qu'il faut connaître, c'est que comment fonctionne le tournevis dans le comportement de l'algorithme. Si le lambda égale à zéro, je pénalise rien. J'ai la régression standard. Si le lambda tend vers l'infini, je pèse de plus en plus le coefficient. Et si lambda est égal à l'infini, ben, ça veut dire que tous mes coefficients sont nuls. Je n'apprends rien sur les jeux de données. C'est ça qu'il faut comprendre. De la même manière également, ici, MLJ, le lambda, plus c'est élevé et plus on régularise. Dans scikit-learn, par exemple, le paramètre C, il agit à l'inverse. C'est pour ça qu'il faut lire la doc. Parce que selon les logiciels, ils interprètent pas de la même manière, hein, la littérature. Et nous, on doit vérifier ça. On doit vérifier ça. Voilà. Donc, j'ai mis ici un reach, lambda égale à 5 et le penalty égale à L2. On est d'accord là-dessus. Voilà. Bon, là, du coup, j'ai fait le même traitement, hein, LR2, MH2, MH2. Là, c'est mieux de créer une fonction. Hein. Si j'étais avec mes étudiants, je leur aurais demandé de faire une fonction. Bon, là, comme on est dans un tutoriel euh, d'initiation, bon, je fais OK. Alors, bah, OK. Et regardez la somme des carrés des coefficients. La somme des carrés des coefficients, maintenant, était 0,01. Comme j'ai régularisé, voilà, j'ai shrinké les coefficients, je les ai rétrécis. Et du coup, ils se rapprochent plus de 0. Et donc, quand je calcule la somme des carrés des coefficients, cette fois-ci, on est proche de 0 parce que j'ai mis lambda égale à 5. Ce 0,01 là, il faut le comparer avec la régression pénalisée, non pénalisée, voilà, où la somme des carrés des coefficients était égale à 2. Donc, Ridge a été vraiment effectif ici. Et avec le lambda, on a vraiment pressurisé de manière significative les coefficients au point que la somme des carrés des coefficients donc, est passée de 363 à 0,01. Mais est-ce que c'est à bon escient? Hmm. Est-ce que cette régularisation-là de l'apprentissage, est-ce qu'elle est vraiment pertinente? Donc, qu'est-ce qui se passe? Je refais la courbe Rock. Voilà. Donc, je calcule les éléments de la courbe Rock. Hein, voilà. Et je fais la courbe Rock. Et je vois qu'il y a un petit gap, quand même. Hein. Donc, je tends plutôt vers le sous-apprentissage, là. Vous avez vu la courbe rouge, la deuxième, là, elle est un peu en dessous. Mais est-ce qu'elle est significativement en dessous? Voilà. Bah, donc, je calcule cette fois-ci. Voilà. L'intervalle de confiance, l'AUC et l'intervalle de confiance de l'AUC. Et c'est là qu'il faut confronter les deux fourchettes. Donc la première fourchette, rappelez-vous, hein, elle était de 0,9422, c'est la borne basse, et 0,9554, la borne haute. Maintenant, regarde ici, la borne basse, borne haute, 0,9260, elle est plus basse, bien sûr, hein, voilà, puisque la valeur ponctuelle est plus basse, et la borne haute, c'est 0,9427.
0,9422 pour la première, la borne basse, et là, voilà. Donc, il y a un mini chevauchement. Donc, ben voilà, donc on se rend compte que il y a un écart sur la valeur actuelle, et c'est ce que montre la courbe ici. Mais est-ce que l'écart est réellement significatif? Bah, il me dit que, en tout cas, quand j'ai calculé les intervalles de confiance avec un niveau de confiance de 90%, bah, il y a un mini chevauchement. Si je les calcule à 95%, le chevauchement serait encore plus important. On est d'accord là-dessus. Voilà. Bah, voilà. Donc, du coup, il faut réfléchir, hein. Est-ce que vraiment, euh, bon, pour le coup, ici, la régularisation, ça réduit un peu la performance, pas significativement, mais elle n'est pas, voilà. Bah oui, parce que on a 55 variables, 600 individus, ça fait 10 individus par variable. Bon, ça, hum, c'est pas un cadre où la malédiction de la dimensionnalité pose un sérieux problème, hein. Mais bon. Donc ça également, c'est quelque chose que je dis à mes étudiants. Regardez en amont les caractéristiques de vos données et ça vous donnera une idée, hein, du comportement des algos que vous allez utiliser, hein. Déjà, ça vous donne une idée du bon algo à utiliser. Ça, c'est un premier point important. Et le deuxième point important, c'est comment paramétrer cet algo-là pour qu'il fonctionne bien sur vos jeux de données. Et rien qu'en regardant les caractéristiques de vos données, hein. Voilà. Ça, c'est très important, hein. Donc, les fondus de grid CHV à tous les sens et des expérimentations à grande échelle, oui, oui, mais on n'est jamais à l'abri d'un artefact. Donc c'est mieux d'appuyer par un raisonnement vos résultats. On est d'accord là-dessus, hein. Voilà. Dernier élément, je me suis dit, mais je peux faire un lasso alors, hein. Bah, tout simplement, je mets penalty à L1, donc cette fois-ci c'est bien un lasso, et j'ai mis le paramètre ici de régularisation à 0,1. J'ai pas mis trop parce que vous allez voir que ça pèse beaucoup. L'intérêt de l'assaut par rapport à Rich, hein, c'est qu'il met des coefficients à zéro, donc de facto, il fait une sorte de sélection de variables. Quand le coefficient d'une variable est nul, ça veut dire qu'en réalité, elle joue pas de rôle dans la prédiction, donc on peut les enlever en bloc. On est d'accord. Allons-y alors. Donc j'instancie ici, hein, lambda, voilà, penalty L1 cette fois-ci, hein. Donc voilà, très bien, norme L1, hein. Du coup, je relance de nouveau l'apprentissage LR3 sur Z train Y, hein, voilà. Et cette fois-ci, je repère les coefficients nuls. Il y en a combien? Ben, les coefficients nuls, il y en a 44. Il y avait 55 variables, voilà, et il y en a 44 qui ont un coefficient nul. Donc, en introduisant ici le lasso, hein, en introduisant ici le lasso, avec ces paramètres-là, voilà, avec le lambda 0,01, si vous augmentez le lambda, vous aurez encore plus de variables avec des coefficients nuls. On est d'accord, hein, puisqu'on pénalise plus. On est d'accord. C'est ça également. Si vous diminuez le lambda, il y aura moins de variables avec des coefficients nuls. On est d'accord là-dessus. Donc ici, en l'occurrence, avec le lambda 0,1, j'ai 44 variables qui ont un coefficient nul. Du coup, je me suis dit, mais quelles sont les variables qui ont un coefficient non nul? Donc les variables sélectionnées pour la prédiction. Hmm, voilà. Voilà les variables qui sont significatives. On est d'accord, hein? Voilà, remove, order. Donc, quand ces termes-là donc apparaissent dans les mails, voilà, il y a une propension à ce que ce soit un spam. C'est ça l'idée. Voilà. On voit ici, hein, au dollar, ainsi de suite. OK. Bien. Alors, ben, est-ce que mon modèle réduit à 11 variables est meilleur que les autres? C'est ce que je fais ici. Donc, de nouveau, je calcule les paramètres, les probabilités d'appartenance et les paramètres de la courbe Rock. Voilà. Et ensuite, j'affiche. Et là, pour le coup, oui, clairement, je fais du sous-apprentissage. J'ai trop pénalisé le modèle. Voilà, il y a trop peu de variables dans mon modèle. 11, c'est pas suffisant, en fait, parce que là, clairement, il est en dessous, là, hein. Donc, je vais calculer l'AUC, l'intervalle de confiance. Et là, on voit bien que l'intervalle de confiance est significativement décalé par rapport aux deux autres, hein. La borne haute est 0,89. Et les autres, c'était la borne, les deux autres, les bornes basses, c'était 0,92. Donc là, il y a un gap significatif là. Donc clairement, dans mon exemple ici, le lasso avec ce paramétrage lambda, c'est 0,1 que j'ai mis. Oula. Voilà. Avec ce paramétrage-là, bah, c'est pas une bonne idée. C'est absolument pas une bonne idée parce qu'on se rend bien compte qu'en réalité, on fait du sous-apprentissage là. On est d'accord. Hop, je montre ici. Voilà. On voit très bien. On fait du sous-apprentissage ici. Voilà. Et l'intervalle de confiance le montre bien. Alors, dans ma régression, il y a deux étapes. Il y en a un, c'est la standardisation que j'ai mis en place ici. Voilà.
Elle est par là, hein. Elle est par là, la standardisation, préparation des variables. Voilà, standardisation. C'est ce que j'ai mis en place ici, hein. Voilà, très bien. Et ensuite, je lui associe une régression logistique avec un paramétrage donné. OK. Est-ce que ces différentes étapes, il y en a deux, mais s'il y en a trois, quatre, cinq, c'est pareil, hein. Est-ce que ces différentes étapes-là, est-ce que je les peux mettre dans un pipeline? Un pipeline, c'est une structure qui est très populaire sur scikit-learn, hein. On a des séquences d'opérations qui s'appliquent sur les données, des transformations, différentes transformations d'ailleurs, hein. J'ai fait énormément de vidéos là-dessus, hein, avec les colonnes transformeurs, ainsi de suite. Est-ce que ces différentes opérations-là, voilà, je peux les mettre également sous forme de pipeline avec MLJ, hein, avec MLJ. Donc j'ai regardé, j'ai fini par trouver. Voilà. Donc à force de regarder, j'ai fini par trouver. Et en fait, pour créer des pipelines, voilà, voilà comment on a l'opérateur pipe. Ça, c'est pas mal, ça, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Donc, j'ai construit mes calculs sous forme de pipeline, voilà, où j'ai d'abord le standardiseur, enchaîné avec, donc c'est l'opérateur pipe, hein, c'est l'équivalent de ce qu'on a sous des pleurs, par exemple, avec le pourcentage, flèche de pourcentage. Là, pipe s'écrit comme ceci, suivi par le logistique classifier. Et je mets les paramètres correspondants. Là, mon paramètre, c'est lambda égale à 0. Donc, comme c'est celle qui paraît être la meilleure, je fais la régression, voilà, sans pénalisation. Ensuite, pour lancer l'apprentissage, du coup, voilà, j'appelle la fonction machine de MLJ, je lui passe le pipeline, là, que j'ai instancié, voilà, avec cette fois-ci, donc, les données non transformées. Parce qu'il s'en occupe après, hein. Donc, je passe les données non transformées et l'Y-train également, très bien, et je fais l'apprentissage. Et ensuite, pour faire la prédiction sur l'échantillon test, voilà, je fais le predict avec la machine pipe, là, et l'échantillon test non transformé également, parce qu'il va s'en occuper avec le standardiseur. Et j'affiche les probas. C'est ce qui se passe ici. Donc les probas de prédiction en test, hein, j'affiche les 7 premières. Voilà les valeurs. Du coup, je me suis dit, mais quand j'ai fait de manière séparée précédemment, là, dans un premier temps, hein, sans le pipeline, est-ce que j'avais ces mêmes probas-là? Là, je passe par un pipeline. C'est quand même nettement plus simple. On est d'accord, hein, les appels sont nettement simplifiés, là, hein. Plus les appels sont simplifiés, moins on risque de faire des erreurs. Ça, je dis aux étudiants, hein. Moins on écrit du code, moins on risque de faire des erreurs. Voilà. Donc, mais est-ce que vraiment on a les mêmes résultats que précédemment quand je décomposais les opérations? Donc, j'ai repris le proba 1, là, voilà, qui était calculé au-dessus, là, voilà, et je compare. Et effectivement, j'ai les mêmes valeurs. Alors là, j'ai comparé les 7 valeurs. Oui, mais si ça se trouve, les 7 valeurs sont identiques, mais le reste ne sont pas identiques. Donc, j'ai calculé l'écart globalement cette fois-ci, ici, sur l'ensemble, hein. Donc, c'est la deuxième colonne, là, que j'ai opposée de celui issu du pipeline et celui que j'ai calculé en décomposant donc les opérations. Donc, je lance ici la somme des carrés entre ces différentes valeurs-là, et on a bien 0, hein. Donc, les résultats sont tout à fait cohérents. C'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'il faut voir alors? Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que donc la mise en place, hein, de la comparaison de modèles en utilisant une courbe ROC, voilà, avec Julia, c'est très facile, à l'instar de ce qu'on fait sous Python ou ce qu'on fait sous R. Ensuite également, le paramétrage des algos est relativement facile. Il y a peu de documentation, mais en cherchant, si moi j'y arrive, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. En cherchant un peu, on arrive à voir comment paramétrer les algorithmes. Et ce que j'ai montré ici, c'est justement comment je paramètre la régression pour obtenir une régression sans pénalisation, une régression ridge, une régression lasso. Et le dernier point important, c'est calculer l'AUC pour comparer les algos. C'est très bien, mais attention, comme on travaille sur des échantillons, il y a une variabilité sur l'AUC, et donc nous avons intérêt à calculer l'intervalle de confiance de l'AUC pour pouvoir comparer les modèles et comparer les chevauchements, hein, des fourchettes. Voilà. Excellent travail à tous.